Je vous souhaite la bienvenue à ce forum Passion sur le sujet de la suffisance surrénale. Je suis Stéphane Hanna, je suis endocrinologue à Würzburg en Allemagne, à l'hôpital universitaire, et je vais d'abord vous donner une petite introduction avec de l'information d'ordre général sur ce sujet. Nous avons le plaisir de vous offrir une traduction simultanée de cette session aujourd'hui en français, en allemand et en italien. Et ce sont des traductions en direct. Donc, si vous voulez choisir une autre langue que l'anglais, vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation qui est sous cette petite image de globe en bas de l'écran et vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez écouter. Si vous suivez en anglais, bien sûr, vous n'avez pas besoin de sélectionner une langue. Et voici l'information sur comment choisir la langue que vous souhaitez écouter. Voilà. Et ensuite, il y a le bouton Q et A. Donc, vous pouvez saisir des questions à tout moment lors de cette session. Je vous encourage de le faire. Et ensuite, nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible, mais peut-être il y en aura trop. Donc, on ne pourra pas répondre à toutes les questions malheureusement, vu évidemment le temps que nous avons. Et c'est aussi important de savoir qu'on ne peut pas répondre à des questions d'ordre tout à fait personnel ou individuel. On ne va pas vous donner bien sûr des consultations médicales. Mais si vous souhaitez poser des questions d'ordre technique ou administratif, là, vous pouvez utiliser le chat. Mais pour les questions, cependant, utilisez le bouton Q et A. Et ensuite, vous pouvez envoyer les questions en d'autres langues que l'anglais. Et ces questions seront traduites par l'intelligence artificielle et seront ensuite retraduites en anglais. La session est en train d'être enregistrée et la vidéo sera disponible sur le site de l'ESE dans les 4 semaines à venir. Comme ça, vous pouvez tout simplement écouter le webinaire confortablement. Re-bienvenue à ce premier forum patient sur l'insuffisance surrénale. C'est un webinaire pilote et l'ECE a été chargé pour répondre aux besoins pédagogiques des patients dans le domaine de l'endocrinologie. Et comme nous avons vu beaucoup d'inscriptions et beaucoup de questions, bien sûr, il y a un intérêt pour ce sujet. Et l'ESE a mené une enquête parmi des groupes de patients qui sont affiliés à l'ESE pour voir le niveau d'intérêt dans cet webinaire, dans l'endocrinologie surrénale et d'identifier des sujets prioritaires sur l'insuffisance surrénale et la crise surrénale est apparue comme des domaines focus de ce pilote. Donc, on a choisi ce sujet pour la réunion d'aujourd'hui. Nous voulons remercier les patients du groupe pour leur engagement et pour leur soutien, pour avoir organisé et pour avoir aussi promu cet événement. Ce format a été préparé par un comité de programme. Du côté clinicien, c'était moi, ensemble avec Alexandro Peter de l'Université de Birmingham au Royaume-Uni. Et du côté patient, ce fut organisé par Antonella Campodalo de l'Italie et Philippa Sharman du Royaume-Uni, des Addison. Et bien sûr, nous avons reçu beaucoup de soutien de l'USE et je voudrais donc remercier les Ricordati aussi et Cinétique pour leur soutien financier.
il y a déjà de l'interaction entre la Société européenne d'endocrinologie, ESC, et les groupes de patients qui sont des membres affiliés de l'ESE. Il y a aussi d'autres groupes de patients qui sont affiliés, 29 d'ailleurs, qui ont rejoint, et il y a un comité des groupes de patients qui a été établi en 2022, et c'est important que l'ESE interagissent directement avec les patients. Donc, il y a eu pas mal d'activités qui ont été organisées et des brochures aussi qui ont été publiées sur ce sujet pour les patients. La carte d'identité passe pour patients aussi lors de crises surrénales aiguës en plusieurs langues. Comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs événements aussi qui ont été organisés par l'ESE. La Patient's Voice Session, par exemple, Patient Experience Zone et le Congrès européen de l'endocrinologie, et des événements pédagogiques aussi tels que celui d'aujourd'hui. Et voici le programme pour aujourd'hui. Donc, nous avons deux sessions. Une session qui va essentiellement se focaliser sur le quotidien quand on souffre d'insuffisance surrénale, avec la perspective clinicienne et la perspective des patients représentés par un membre du groupe de patients. Et lors de la deuxième session, nous allons nous concentrer sur la prévention et sur la gestion de crises surrénales. Et donc, quelques mots d'introduction sur l'insuffisance surrénale. Nous savons tous que les glandes surrénales sont très petites, mais sont un organe très important situé ici, au-dessus des reins. Et, euh, et si vous regardez avec un microscope, vous allez voir qu'il y a différentes zones qui produisent différents hormones très importants. Le cortex surrénal produit des hormones stéroïdes tels, et des hormones adrénaux et non adrénaux. Et l'aldostérone est important pour maintenir un équilibre électrolyte. Et c'est aussi important pour la la régulation de la tension artérielle. Le cortisol est important. Le cortisol est un hormone qui contrôle le rythme circadien, qui nous donne de l'énergie. Et c'est un hormone de stress très important. Et le DHEA est un hormone précurseur qui conditionne euh, le- la précaution en particulier pour des androgènes tels que le testostérone, qui est très important effectivement pour les humeurs. Et il y a plusieurs boucles de régulateurs qui assurent que les hormones sont produites dans les bonnes quantités et au bon moment. Et le cortisol, par exemple, est réglementé euh, par l'hypophyse. Et donc, s'il y a peu de cortisol, généralement l'ASTH est libéré, ce qui stimule l'hypophyse pour produire plus de cortisol. Mais l'aldostérone est régulé par un autre circuit. Et donc, voici, le cortisol suit un rythme quotidien. Il y a un rythme circadien à un niveau élevé le matin, par exemple, de cortisol. Et voici, et cela baisse pendant la journée, et pendant la nuit, le niveau est faible et le niveau de cortisol augmente aux premières heures de la journée et avec un pic lors de la matinée. En plus, nous avons ces pics qui suivent un rythme, et la thérapie de remplacement essaye de suivre ce rythme avec des niveaux élevés le matin et des niveaux plus bas pendant l'après-midi.
L'insuffisance surrénale est classifiée en plusieurs niveaux. Niveau primaire, par exemple dans la maladie d'Addison, ou pour des raisons congénitales ou des blessures. Et donc là, il y a des niveaux bas de tous les hormones cortisone et dans la plupart des cas, avec un niveau élevé de ACTH pour stimuler tout cela. Or, dans le cas d'insuffisance secondaire, les causes sont au niveau de l'hypophyse ou en dehors de l'hypophyse. Et là, il y a un manque de ACTH, un manque de stimulation et donc un manque de cortisol et de DHEA, mais des niveaux d'aldostérone normaux qui sont dus peut-être aux tumeurs de l'hypophyse ou d'autres formes de traumatisme. Et les symptômes d'insuffisance surrénale varient selon la déficience au niveau des hormones. Une déficience au niveau du cortisol est associée avec la fatigue, l'anorexie, la perte de poids, la nausée. Il y a des patients qui souffrent de myalgie ou de problèmes dans leurs articulations ou d'hypoglycémie. La déficience au niveau de l'androgène est connectée souvent au manque de poils pubiques ou peut-être une baisse de libido et une déficience minéralocorticoïde et qu'on voit au niveau primaire essentiellement est associée avec une pression, tension artérielle faible, et si on regarde ou un désir pour manger des produits salés. Et si on voit tous les symptômes sont plutôt non spécifiques. Et c'est pour ça que peut-être que l'insuffisance adrénale est souvent diagnostiquée tard. Et il y a souvent des retards et j'espère que plus de patients euh, qui souffrent de cette insuffisance seront pistés plus tôt et certains et, et, et donc le traitement primaire consiste à remplacer les hormones manquantes, essentiellement le cortisol qui est commun à toutes les formes d'insuffisance rénale. Généralement, cela est compensé par l'hydrocortisone qui est utilisé avec un dosage de 15 à 25 milligrammes, mais il faut que ce soit individualisé, bien sûr, dépendant de chaque patient. Et il y a bien sûr des préparations adaptées, des préparations de Plenadrine qui n'est pas disponible dans tous les pays. L'Efmodi, par exemple, qui est seulement autorisé pour le traitement de l'hyperplasie congénitale. Et parfois, la prednisolone est aussi peut-être recommandé. Et aussi, le fludrocortisol peut aussi être utilisé comme pour compenser le manque d'aldostérone entre 0,05 et 0,2 mg par jour. Et le DHEA, j'en parlerai plus tard. Cela n'est pas un remplacement standard. Ça peut être utilisé pour certains patients, mais il n'y a pas de préparation officiellement autorisée pour le remplacement du DHEA. Et la dose typique est entre 10 et 20 et 50 mg par jour. Et le but de la thérapie de remplacement, c'est juste remplacer ce qui manque, bien sûr. Et le moins, c'est le plus. Et on essaye, comme vous voyez dans ce graphe, on voit le rythme circadien de la sécrétion de cortisol et avec des patients avec une fonction surrénale normale. Et aussi, on peut voir ce qui peut être atteint par la thérapie de remplacement avec l'hydrocortisone
entre 5 avec un dosage quotidien normal et entre 15 ce n'est pas parfait, mais on essaie seulement de remplacer ce qui manque et donc on ne peut pas s'attendre à des effets secondaires. Et c'est important de savoir que l'hydrocortisone est un chimiquement correspond au cortisol. Et parfois, le remplacement et la pharmacothérapie avec les glucocorticoïdes sont confondus, c'est pas la même chose. La pharmacothérapie essaye de réprimer l'activité immunitaire en utilisant d'autres produits, mais la plupart des les glucocorticoïdes qui sont hydrocorticoïdes sont utilisés ont une action plus lente et, et donc ont une vie biologique plus longue que l'hydrocortisone ou le cortisone, l'acétate de cortisone. Et c'est beaucoup plus puissant comparé à l'acétate de cortisone ou à l'hydrocortisone. Donc, il- où il y a, et parfois, les patients ils pensent qu'ils prennent du cortisone et qu'il devrait y avoir des effets secondaires, mais s'il y a une grosse différence avec le remplacement d'hormones par la pharmacothérapie. Mais bien sûr, c'est important de trouver le dosage correct et, euh, et un remplacement systémique chronique peut effectivement mener à des effets secondaires, par exemple des problèmes de sommeil ou une tension artérielle qui monte. Donc, il faut regarder cela et, le sous-remplacement aussi peuvent mener à la fatigue. Donc, et parfois, il y a des symptômes de surremplacement et de sous-remplacement qui apparaissent en même temps. Donc, parfois, c'est difficile de trouver le bon équilibre. Et donc, cela exige une coopération étroite avec le patient. Peut-être vous connaissez ce jeune garçon. Il est maintenant, là, vous le voyez quelques années plus tard, Kennedy, donc, qui souffrait de la maladie d'Addison et il prenait des glucocorticoïdes. Et si on le voit, et son frère, app- apparemment, il était peut-être surremplacé, mais il était capable cependant de présider un pays aussi important que les États-Unis. Quelques mots sur le remplacement du DHEA. Alors, le DHEA, euh, au niveau des hormones sanguines, on, on voit, on voit cela beaucoup plus prévalent que le testostérone, comme vous pouvez voir, mais il n'y a pas de récepteur spécifique qui a été détecté pour le DHEA jusqu'à présent. Et, et surtout que c'est converti en androgène actif tel que que le testostérone. Il n'y a pas de préparation officielle disponible. C'est dans une enquête, on a vu que, que 6% des femmes et 25% des femmes prennent à peu près 25 mg de DHEA qui peut améliorer la qualité de la vie, de leur sexualité. Ça vaut le coup de l'essayer et c'est important de lui donner un peu de temps. Généralement, une session devrait être faite, une évaluation, pardon, doit être faite après 6 mois et pour voir s'il y a aussi eu des effets secondaires. Maintenant, je vais passer la parole à la présidence de la première session, Teresa Valencia. Thank you very much, Stephanie, Merci beaucoup, Stéphanie, et merci pour for this nice introduction cette of belle the introduction theme of today, du sujet my d'aujourd'hui, name donc is l'insuffisance Stephanie. urinale. I'm Je suis professor and consultant in professeur et chronology at the consultant en University of Bergen in endocrinologie Norway. à l'Université de I will Bergen en chair this Norvège. session Je vais présider together cette with discussion Teresa. ensemble So avec please, Teresa, Teresa. introduce yourself. Donc, Teresa, si tu peux te Thank you. présenter
Merci, merci Corsten, merci Stéphanie. Bonjour, je suis Teresa Valencia et j'ai été diagnostiqué avec insuffisance surrénale parmi d'autres problèmes de santé et j'ai été fonctionnaire, je parle 4 langues et je suis traductrice, professeure et écrivaine. Avant mon diagnostic, j'ai été dédié à aider les autres pour qu'ils soient diagnostiqués avant de fonder une association à but non lucratif. Je suis présidente de cette association Addison National Association et d'autres maladies endocriniennes. Yes, thank you, Teresa. Merci Teresa, merci. So Et we will donc introduce you to our maintenant, nous allons session, and it will ouvrir be la about première living with session. Addison's Il, disease. il va s'agir donc vivre avec la So the maladie distinguished d'Addison speakers, avec deux intervenants de marque. Alessandro Prete will start Alessandro with a Prete clinical va perspective. commencer avec la perspective Dr. Prete clinicienne. is clinical Le associate docteur professor in Beate, neuroendocrinology at the il University of est, Birmingham in the UK, travaille à and is l'université de Birmingham au chief Royaume-Uni. endocrinologist at the Queen Il Elizabeth est consultant en Hospital in matière Birmingham. d'endocrinologie à Dr. l'hôpital Prete is Elizabeth also à Birmingham. doing a Docteur lot of Prete research on fait adrenal beaucoup de insufficiency and is recherches at the sur l'insuffisance forefront of surrénale. this research. Il est au vanguard de Teresa, cette maybe you will recherche. Teresa, peut-être introduce also the tu veux other aussi speaker présenter les before autres we start intervenants. out. Très bien, oui, merci. Après le docteur Alessandro Prete, nous avons la perspective patiente avec Jette Christensen qui vient du Danemark, qui a été diagnostiquée avec insuffisance surrénale en 97 et depuis, elle fait un travail de plaidoyer associé et elle travaille ensemble avec le Danish Addison Disease Association au sein et aussi dans un réseau européen. Et en tant que membre d'un groupe de patients de la Société européenne d'endocrinologie, Jette a aussi étudié le commerce à Odense et à travers sa carrière, elle a eu différents postes en Allemagne et au Danemark en tant que traductrice aussi. Donc, je pense que nous pouvons commencer avec le docteur Alexandre Please take the Prete. floor, Teresa. Docteur Alexandre, Thank you, Robert, for that merci, introduction. merci pour cette So I will belle share my introduction. Donc, slides now. je vais donc passer en revue mes transparents. And hopefully you can also see the Là, pointer. vous pouvez voir. Donc, So, voilà. in this Alors, slide, I will cover a bit je vais aspects on how parler to de plusieurs aspects sur comment replacement gérer therapy la thérapie de on a daily remplacement basis, and I will sur une touch base upon some of the quotidienne concepts et je vais that essayer de were couvrir certains des already concepts discussed in a previous avant. talk. So, of course, today we are Bien talking about sûr, the adrenal aujourd'hui, glands, on and as parle you des have glandes heard, the surrénales et adrenal comme glands vous avez produce three entendu, types of hormones: les formes, glucocorticoids, les glandes mineralocorticoids, and produisent androgens, so différentes formes important de to regulate our corticoïdes, les metabolism. glucocorticoïdes, les Metabolites minéralocorticoïdes sold pour in our body, réguler and androgens which are notre important for métabolisme en sexual partie, development. ainsi que notre You've libido. also heard Et that the vous avez adrenal gland aussi is entendu hyperregulated que with les glandes surrénales glucagon, sont contrôlées and par adrenal l'hypophyse insufficiency is et caused l'insuffisance by surrénale an euh, issue either in the adrenal gland et itself résulte d'un or in the problème ou pituitary. dans la And as I glande will cover, surrénale ou au niveau primary de adrenal l'hypophyse. Et là, on insufficiency parle can effectivement be d'insuffisance in the primaire adrenal gland, qui and concerne la secondary glande adrenal surrénale et une insuffisance insufficiency secondaire is in the qui kidney concerne ou or qui se relate pancreas. directement à When we talk l'hypophyse. about Allen's Ensuite, quand on disease, parle de la or maladie CAH, d'Addison, congenital adrenal euh, hyperplasia, we always talk l'hypoplasie, about on parle primary toujours adrenal de insufficiency. l'insuffisance primaire dans ce But cas-là. regardless Mais of the en ce form qui of adrenal concerne insufficiency that le type we can have, d'insuffisante, the end result is the same. le résultat The final est le adrenal gland même. cannot produce La enough glande surrénale ne cortisol peut to pas cope produire with the suffisamment de cortisols. cortisol. And we know that Et cortisol is a hormone that on is sait essential que for life. le cortisol est une hormone It essentielle pour la regulates our vie. Cela metabolism, régule notre it métabolisme, controls notre blood pressure, tension it artérielle, access
Ça aide effectivement quand on a des infections et cela régule l'inflammation, mais c'est aussi important pour notre mémoire et nos facultés cognitives et pour notre état d'alerte. Et cela aide aussi le corps à réagir au stress. Vous avez vu que le cortisol est produit selon un site qu'on appelle circadien. Ça veut dire que cela est produit à des niveaux qui changent à travers la journée et en plus, et on utilise une thérapie aux bases de stéroïdes pour remplacer le cortisol. Et donc, comme je l'ai dit, le cortisol est important pour réagir au stress. Donc, quand il y a énormément de stress, la glande surrénale va produire plus de cortisol, mais avec des patients souffrant d'insuffisance surrénale, cette réponse est absente et cela crée un risque plus élevé de crise surrénale. Et comme vous savez que la crise surrénale est un problème important, beaucoup de patients avec l'insuffisance surrénale font face à beaucoup de risques. Moins de 10% des patients auront moins une crise surrénale par an et malheureusement 5% des crises surrénales vont mener à la mort. Nous voyons aussi que les crises surrénales peuvent se passer n'importe où. Donc, ça peut se passer en dehors du domicile ou où que ce soit, ou si le patient voyage. Donc, comment éviter une crise surrénale? On va commencer avec quelques points. Si vous vous sentez mal, c'est important qu'on augmente la dose de glucocorticoïdes que vous menez. Donc, on appelle ça des règles de dosage. Et il y a deux règles que nous recommandons. La règle numéro un, c'est quand les patients ne sont pas trop mal. Par exemple, s'ils ont une petite fièvre ou, ou les patients ont besoin d'antibiotiques, mais que les patients n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Dans ce cas-là, il suffit tout simplement de doubler la dose de glucocorticoïdes que vous prenez, par exemple l'hydrocortisone, mais que si vous prenez par exemple la Prinodrone ou la dexaméthase, les règles seront différentes. Et, et le conseil, c'est de continuer de prendre des doses plus élevées pendant 3 à 5 jours. La règle numéro 2, c'est là quand les patients sont vraiment dans un mauvais état, donc avec des signes de maladie grave, ou si ils vomissent ou la diarrhée, et donc ou s'il y a de la chirurgie, dans ce cas-là, les tablettes, une administration orale n'est pas suffisante. Donc là, une injection est nécessaire. Et les patients qui sont dans une condition grave doivent justement être traités de façon urgente. Et on aide aussi, on conseille à nos patients d'avoir une carte avec eux, produite par l'Union européenne. Et sur cette carte, c'est important justement pour informer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires dans n'importe quelle situation d'urgence. C'est aussi important que les patients puissent avoir une injection à temps. Donc, on voit par exemple de l'eau, de la poudre ou des outils pour pouvoir avoir l'injection. Nous suggérons aussi que les patients portent des bracelets ou autres identifiants dans le cas où ils sont inconscients ou ils ne peuvent pas s'exprimer pour dire qu'ils ont l'Addison's.
Il y a aussi des autres situations où l'ajustement de la posologie glucocorticoïde sont suggérés et des autres questions autour du stress émotionnel. Nous savons que ce stress peut être la cause de l'insuffisance surrénale aiguë. Quand nous regardons les causes, pour la majorité, ce sont les infections, vomissements, diarrhée, fièvre, mais nous voyons aussi que le stress émotionnel peut contribuer de manière importante à l'insuffisance aiguë, avec l'anxiété, la perte de quelqu'un ou quelque chose, divorce ou autre événement important de la vie peut mener vers et être la cause de l'insuffisance rénale aiguë. Mais c'est très difficile de donner une réponse standard ou normalisée par rapport à ce que la personne doit faire parce que chaque individu a une réponse spécifique. Mais il faut considérer à augmenter la posologie, la dose du stéroïde dans le cas de ce stress émotionnel. Alors, les doses diffèrent, mais vous pouvez utiliser ces médicaments avec et en complément avec n'importe quel de ces médicaments à gauche. Vous pouvez augmenter pour une dose d'hydrocortisone et sinon, il y a aussi une dose augmentée qui peut être donnée tous les 6 heures. Il y a aussi, dans le cas de prénisolone et plénadrane, où vous pouvez augmenter la dose ou la fréquence de dose 2 fois par jour. Alors, ce qui est important à veiller, c'est la diversité ou modification de son sommeil. S'il y a un changement dans son planning quotidien, il faut changer la posologie et le schéma de dose en fonction. La première dose doit être prise au réveil, n'importe l'heure, et la dernière dose doit être prise pas plus tard que 5 à 6 heures avant de dormir. Et dans ces cas, l'hydrocortisone est préférable parce que la durée d'action est plus court terme et plus facile à gérer dans les scénarios où il y a un changement d'horaire. Alors, dans le cas de Anna, qui est une femme avec la maladie d'Addison, qui prend hydrocortisone 3 fois par jour, mais elle a changé ses horaires pour travailler les quarts de nuit. Alors, elle doit prendre la dose plus élevée au réveil, alors à 15 heures de l'après-midi. Prochaine dose à 5 heures plus tard et la dernière dose à encore 5 heures plus tard. Et puis, le patient va continuer à travailler, dormir et reprendre le schéma le lendemain. Il y a aussi des cas où ce n'est pas quelque chose de prévisible vu qu'il peut y avoir des urgences. Encore un exemple ici, John, un homme avec la maladie d'Addison qui prend l'hydrocortisone 2 fois par jour. Il ne travaille pas de nuit, alors il le prend au matin et à midi, mais il travaille comme la garde côtière. Alors, il y a des urgences qui ne peuvent pas être prévues. S'il y a un appel d'urgence, il peut prendre une dose d'hydrocortisone supplémentaire. Et s'il est dans l'eau pour sauver quelqu'un pendant plus que 5 heures, nous suggérons
qu'ils prennent encore une autre dose tous les 5 heures. Autre question, c'est ce qu'il faut faire dans les journées longues. Si vous allez sortir dans une soirée, si vous assistez à un mariage, nous savons que c'est une journée longue. C'est comme un marathon pour n'importe qui assiste. Alors, nous suggérons de prendre de l'hydrocortisone supplémentaire juste avant de sortir ou tard le soir. Autre question que nous recevons, c'est comment gérer le traitement glucocorticoïdes pendant les voyages, parce que nous savons que les vols et les voyages peuvent être stressants et les voyages très longs peuvent déclencher l'insuffisance aiguë et les changements de température peuvent aussi déclencher la réaction aiguë parce qu'il y a l'augmentation de stress et l'augmentation des besoins de cortisol. Alors, nous disons que si vous prenez un vol long, il faut prendre une dose supplémentaire 1h30 à 60 minutes avant le départ, adapter sa thérapie stéroïdienne ou fuseau horaire cible, d'utiliser l'hydrocortisone ou le cortisone acétate par préférence. Et s'il fait chaud dans votre destination, c'est de considérer à augmenter la dose de fludrocortisone. Et sachez que quand vous êtes en vacances, tout peut se passer et il faudrait avertir vos proches de ce qui peut se passer, de préparer pour la sécurité de l'aéroport, d'amener des médicaments supplémentaires, de garder des comprimés dans des différents lieux dans le cas où vous perdez votre valise, etc. et de prendre toutes précautions possibles. Autre astuce pour à faire s'il y a quelque chose d'imprévu qui se passe, d'abord, c'est de ne jamais être sans ces stéroïdes. Ça peut se passer, par contre, toujours demander à son médecin traitant de donner une ordonnance pour des stéroïdes d'urgence, de garder du médicament de secours dans votre voiture, votre sac à main. Si vous n'avez pas du flux de cortisone, vous pouvez augmenter les sels et les fluides que vous consommez et de temporairement augmenter votre dose de stéroïdes parce que si vous prenez assez de glucocorticoïdes, ça pourrait remplacer l'hydrocortisone. Si vous n'avez pas d'hydrocortisone, il y a une alternative disponible dans plusieurs pays, des comprimés hydrocortisone qui sont utilisés péroral pour des ulcères buccales, des aftes, et ça peut être utilisé en vente libre. S'il y a une urgence, votre kit d'injection est périmé. Ce que nous vous suggérons, c'est de l'utiliser quand même parce que notre hydrocortisone reste stable pendant longtemps, même après sa date de péremption. Si vous utilisez un kit périmé, il faut avertir les services d'urgence parce que le kit pourrait ne pas être efficace et vous auriez potentiellement besoin d'une injection supplémentaire. Et vous avez peut-être la nécessité de changer des comprimés. Ça peut augmenter vos besoins stéroïdiens, ce qui veut dire si vous prenez des médicaments anti-épileptiques, antibiotiques, vous avez besoin des stéroïdes supplémentaires. Il y a des autres comme des antibiotiques, des médicaments anti-VIH qui peuvent réduire vos besoins stéroïdiens. Alors, il faut savoir par rapport aux médicaments que vous prenez, quels besoins vous pourriez avoir et comment changer
changer sa posologie. Et quand il s'agit de votre alimentation, votre régime et des suppléments que vous pourriez prendre, normalement, il n'y a rien à faire, mais si vous avez une insuffisance surrénale primaire, nous suggérons que vous prenez du sodium, beaucoup de sel pendant que vous mangez, de éviter de boire du jus de pamplemousse, comme dans ce cas, ça peut réduire vos besoins stéroïdiens, et de ne pas manger pardon, de ne pas manger certains bonbons comme la réglisse, parce que ça pourrait avoir aussi un effet sur vos besoins stéroïdiens. Merci. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Et maintenant, je vais demander à Jette Christensen de présenter sa partie de l'intervention. Je vais maintenant partager mes diapositives du point de vue des patients. Je suis Jette Christensen. Je suis présidente de l'association des patients des maladies surrénaliennes. J'ai eu de la chance parce que j'ai été diagnostiquée assez rapidement. Dans les 6 mois de l'arrivée des symptômes, il y a beaucoup de patients qui doivent attendre plusieurs années. Pendant longtemps, je me sentais fatiguée, pas aussi fatiguée de ne pas pouvoir aller au travail, mais je n'avais pas de motivation. À chaque fois que je voulais faire quelque chose, d'abord je pensais, oh non, j'ai pas l'énergie de faire ceci ou cela. Et rapidement, j'avais des problèmes de respiration. Comme j'étais normalement une personne active et en bonne santé, j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis allée chez mon médecin, je lui ai dit quelque chose ne va pas chez moi. Soit j'ai un cancer des poumons, ou il y a quelque chose de banal, mondain, comme les problèmes de ménopause. Il a vérifié que ce n'était pas du cancer, mais la fonction surrénalienne thyroïdienne n'était pas suffisante. Alors, j'ai fait un test. Mais entre-temps, en attendant les résultats, je suis devenue de plus en plus fatiguée, épuisée. J'avais des nausées et des douleurs de l'estomac. Il m'a envoyée vers un spécialiste, l'endocrinologue, mais lui, il n'était pas surpris de voir les valeurs des résultats thyroïdiens, et il m'a envoyé chez moi, mais moi j'étais convaincue, je lui ai vraiment demandé, je l'ai prié de me donner une réponse. Il a dit, OK, si vous insistez, nous allons tester tous vos glandes, pituitaires, thyroïdes, surrénaliennes. Et voilà, j'avais de l'insuffisance surrénale et un fonctionnement des thyroïdes qui était en baisse. Ben, voilà pourquoi je me sentais malade et j'avais des malaises. C'était en 1997, je ne connaissais pas la maladie, je ne savais pas que j'avais des glandes surrénales et ce que ça faisait et ce qui se passe dans le corps quand elles font pas ce qu'il faut. Et je ne pouvais pas en lire des informations, il n'y avait pas de la littérature. Et Monsieur Google, c'était juste un bébé. Alors, il n'y avait pas de l'aide sur l'Internet. Moi, je dépendais sur le médecin qui me disait de prendre l'hydrocortisone le matin et le soir et de le doubler quand j'avais une fièvre. C'était tout. Et ça m'a mené vers des situations inconfortables dans les premières années. Mais quand j'ai entendu que des patients avec l'Addison ont formé une association, je les ai contactés, je suis devenue membre. Et maintenant, j'ai beaucoup appris sur l'insuffisance surrénale depuis l'expérience des patients. Alors, quand je suis allée au suivi annuel,
L'endocrinologue voulait me convaincre de quelque chose que je n'ai pas compris. Et moi, je lui ai dit, mais non, j'ai lu que, et lui, il a dit, jeune femme, vous lisez trop. Faites ce que je vous dis de faire. Et moi, je me suis dit, non, merci. Je ne veux pas un tel médecin. Je veux un médecin avec lequel je peux échanger et qui m'écoute. J'ai dû plus intensément m'engager dans mon propre traitement et aider et plaidoyer pour les autres. À ce moment-là, je suis devenue présidente de notre association. Nous sommes devenus, nous échangions alors avec les autres associations pour échanger des expériences dans un réseau nordique. Il y avait des conférences des pays nordiques. Nous avons décidé d'étendre notre réseau aux autres associations européennes. En 2011, nous avons mis en place une conférence conjointe au Norvège avec des associations des patients avec des maladies surrénales et des médecins. C'était la première conférence menée et par les médecins et par les associations. Maintenant, il y avait un réseau européen. Nous avons beaucoup fait ensemble, particulièrement la distribution et partage des informations qui étaient menées par le réseau néerlandais. Mais ce qui était le plus important comme réussite, c'était la mise en place de la carte d'urgence européenne avec par suite la carte d'urgence suédoise. Et maintenant, ces cartes sont distribuées partout avec de l'anglais sur un côté et les informations dans la langue locale de l'autre côté. C'est très bien, vous voyez, la diapositive, elle est là. Je sais qu'une carte similaire a été produite au Royaume-Uni, mais c'est utilisé qu'en anglais. En 2017, Ondo-ERN a été établi avec des autres réseaux virtuels financés par l'UE, avec des centres d'expertise à travers l'Europe et de la représentation des patients. Et comme moi, j'intervenais plusieurs fois, j'ai été demandée de devenir un représentant des patients dans ce groupe de plaidoyer pour les patients dans le forum européen. Alors, ce réseau européen, avec des représentants des patients, sont engagés à assurer qu'un traitement normalisé soit donné à tous les patients avec des maladies surrénales en Europe. En ce faisant, il y a la mise en place des lignes directrices, des normes et de la surveillance. Un des projets dans lesquels j'ai participé, c'était le parcours du patient. Nous avons voulu donner aux patients et aux aides traitants de comment utiliser un gabarit du parcours d'un patient pour montrer l'expérience des patients dans des différents pays, de la diagnostic jusqu'au traitement et suivi. Nous avons sondagé et reçu beaucoup de réponses et avons vu que plusieurs patients à travers l'Europe avaient les mêmes problèmes et les mêmes points de vue. Pour n'importe quel patient dans n'importe quel pays, le résultat pour eux de leur parcours, c'était difficile. Ce qu'ils voulaient, c'était de retrouver des experts, des traitants, des professionnels en soins de santé qui écoutaient les patients, d'avoir de l'éducation et de l'accès aux informations sur l'insuffisance rénale, de la sensibilisation sur les autres insuffisances endocriniennes, avoir une équipe de suivi stable, d'avoir de la sensibilisation sur du traitement individualisé, de la formation sur la gestion des crises aiguës, accès aux kits d'urgence, accès au soutien médical constant et accès à l'hydrocortisone à tout moment. L'IPAC a participé avec nous avec des
associations nationales en soutenant la rédaction des lignes directrices, en soutenant la distribution d'informations. Et avec notre recherche, nous avons vu qu'il y a une diversité de différents traitements, disponibilité d'équipements, de matériel médical et des médicaments dans les associations. Et dans ce réseau, nous sommes des patients, mais pas des patients normaux, nous sommes des experts qui représentent les patients autour du monde qui subissent la vie avec cette maladie rare. Et quelque chose qui est très important et un petit plus, nous faisons partie maintenant comme membres affiliés de la Société européenne de l'endocrinologie. La voix des patients est maintenant entendue dans tous les secteurs du monde endocrinien. Quand j'ai eu ma diagnostic il y a 23 ans, je suis ici en train de vous parler avec une diversité de personnes qui sont tous engagés à atteindre le même objectif. Nous avons des patients qui font de la recherche dans l'insuffisance rénalienne, qui font des webinaires pour aider ceux qui sont touchés, qui distribuent de l'information aux patients et qui les écoutent. Nous avons des 6 sociétés qui sont derrière et qui soutiennent ces interventions. C'est important que nous soyons ensemble là-dessus. La maladie d'Addison est invalidante pour plusieurs. C'est difficile de garder une carrière, du travail à temps plein. C'est hors de question pour plusieurs. Et il faut se voir comme un patient chronique. Les patients avec l'Addison ont une qualité de vie réduite, mais c'est frustrant que c'est difficile de mesurer s'il y a trop ou pas assez de cortisone. Alors, nous ne savons pas où nous en sommes. Alors, plus de recherches pour améliorer notre situation et notre qualité de vie serait la bienvenue. Mais en partageant des informations par rapport aux meilleurs traitements pour des patients surrénaliens et les meilleurs résultats et l'expérience, nous pouvons atteindre cet objectif d'assurer des soins de qualité normalisés pour tout patient autour de l'Europe. Et ça pourrait être super s'il y a un patient surrénalien danois qui est dans un hôpital en Espagne pour ses vacances ou vice-versa. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Yet et Alessandro, pour ces interventions excellentes par rapport à la vie quotidienne avec l'Addison. Je voudrais souligner que nous dépendons beaucoup sur les associations des patientes. Ils nous disent ce qu'il faut investiguer les sujets de recherche. Ils ont été importants par rapport à les ouvertures aux pistes de recherche. Je pense que c'est vital, cette collaboration et échange. Et je suis très fière d'avoir ce réseau des associations européennes. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, plusieurs en amont, avant le webinaire et beaucoup posées là pendant le webinaire. Avec des thèmes similaires, peut-être je peux vous demander la première question qui se pose souvent par rapport aux pompes cortisone et de pouvoir mesurer ces niveaux de cortisol en ligne. Nous avons un peu d'expérience par rapport au traitement par pompe cortisone. Nous l'avons introduit en 2007 avec une étude sur cette pompe. Ce traitement est libre
En fait, c'est comme une pompe d'insuline, mais avec le cortisone pour pouvoir suivre le rythme naturel circadien du cortisol pour que ça peut être augmenté tard le soir, tôt le matin, les doses réduites dans l'après-midi en activité. Et ça fonctionne assez bien, mais c'est assez cher comme traitement, mais un avantage important, c'est super pour de l'insuffisance surrénalienne aiguë. Si vous avez du diarrhée, vous ne pouvez pas en fait ingérer, vous ne pouvez pas digérer. Et alors, vous êtes trop faible peut-être même. Alors, avoir cette pompe, elle peut agir très bien dans ces cas. Nous l'utilisons quand le traitement par comprimé ne fonctionne plus. Mais maintenant, nous avons des nouveaux comprimés qui est étudié maintenant par Dr Prété, ces préparations avec libération étendue, libération retardée, et alors nous voyons que c'est possible avec cette libération plus lente de pouvoir suivre un peu le rythme naturel du corps des niveaux de cortisol. Et la question, c'est est-ce que c'est possible de mesurer le cortisol comme le glucose, de l'avoir immédiatement sur une sorte de mètre? C'est sous étude, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne actuellement. Nous n'avons rien en tant qu'instrument, en temps réel, qui pourrait mesurer les taux de cortisol tout de suite, mais il y a du travail qui s'effectue actuellement. Teresa, est-ce que vous voudrez répondre à une des questions? Oui, je voudrais bien, merci. Parmi les questions que nous avons reçues, nous avons eu des questions soumises en amont. Je voudrais poser ces questions à Alessandro ou Yette. Je pense que ça dépend de la question. La question se présente comme telle. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas compris en fait la question. Est-ce que vous voulez dire si moi, en tant que patient, je me sens plus stressée que les autres? Je pense que ça, c'est la question. Si les situations stressantes sont plus intenses pour une personne avec la maladie d'Addison en comparaison avec une personne sans insuffisance surrénale. Moi, je peux parler que pour moi, je dis non, mais je n'ai pas l'Addison primaire. Peut-être je ne suis pas impactée au même niveau des autres patients. Oui, je pense qu'une considération additionnelle, si vous avez cette insuffisance, vous êtes un peu plus anxieux par rapport à votre diagnostic et c'est suivi par un stress augmenté, mais c'est pas de la maladie, fait pas en sorte que vous soyez plus susceptible. Mais peut-être parfois, j'évite des situations où je sais que ça va représenter du stress. Il faut toujours penser à ce qui est favorable ou pas quand on est en situation d'addiction. Il faut toujours avoir ça en tête, qu'il y a des situations qu'il faut éviter, effectivement, si on peut, bien sûr. Très bien, très bien. Si tu as une forme d'insuffisance surrénale et que tu n'as pas de cortisol, c'est normal que les situations de stress soient plus difficiles pour toi que pour d'autres. C'est évident, c'est clair, tout à fait. Je pense qu'il y a une autre question parmi les questions pré-envoyées. Oui, il y avait une question concernant le dosage.
le dosage lié à cela, mais une question, c'est donc 2 doses. Est-ce que 2 doses, c'est mieux que 4 doses d'hydrocortisone? Et nous, on commence généralement avec 3 doses, une dose très tôt le matin, une dose au déjeuner et une dose l'après-midi. Mais il y a une étude quelques années en Suède où ils conseillaient 2 doses. Et certains pays vont même jusqu'à 4. Et bon, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la qualité de la vie, bien sûr. Et, et les patients généralement préfèrent 4 doses. Donc, c'est quelque chose de plutôt individuel. Il y a des patients qui se débrouillent très bien avec 2 doses, le matin et l'après-midi. L'autre préfère 4 doses plus petites. Et et aussi, on voit certains préfèrent prendre une dose avant de se lever le matin, même 1 heure avant, pour compenser un petit peu pour le manque de l'augmentation du cortisol le matin. Et donc, parfois, je recommande peut-être de prendre effectivement sa tablette à 5 heures du matin, mettre le réveil et ensuite vers 6 heures, 7 heures du matin, les niveaux de cortisol seront très élevés. Donc, avec une concentration maximum après 1 heure, 1 heure et demie. Donc, ça, c'est effectivement une manière de gérer la situation ou la fatigue tôt le matin que vivent certains patients, effectivement. Teresa, tu veux continuer? Oui, il y a aussi une des questions qui nous a été envoyée. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de ne pas prendre le hydrocortisone la nuit? Parce que ça affecte le sommeil. Il y a des gens. Est-ce qu'il y a eu de la recherche par rapport à ça? De ne pas, quand on ne prend pas effectivement de tablettes quand je vais au lit, et on dit oui, il y a eu de la recherche là-dessus en disant que pendant plusieurs années, quelqu'un peut prendre 5 mg le soir avant d'aller au lit et il dort mieux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Yette ou Alessandro? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Peut-être je vais essayer d'y répondre. Bien sûr, c'est un sujet difficile. Et comme Einstein a dit, ça dépend des individus. Il y a eu des études qui ont été publiées, cependant, qui montrent que si vous prenez des stéroïdes après 6 heures du soir, ça peut avoir mené à un gain de poids et ça peut avoir effectivement des conséquences sur le métabolisme qui ne sont pas très favorables. Donc, c'est peut-être pas bon pour la santé de façon générale. Mais certains patients fonctionnent mieux s'ils prennent des tablettes le soir. Donc, c'est très difficile de prédire. Donc, c'est un petit peu une question qui est, oui, on essaie par expérience, en expérimentant, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Il y a des patients, effectivement, qui veulent prendre des stéroïdes le soir, mais, mais il faudrait, je conseille qu'il faut prendre les doses les plus faibles si on prend les stéroïdes le soir, les doses les plus faibles. Oui, je vois. Et donc, peut-être ils se sentent mieux, ils dorment mieux, mais cependant, sur le long terme, il peut y avoir des effets secondaires. Oui. Peut-être je peux ajouter quelque chose parce que Alexandro a dit qu'il y a des études qui montrent qu'il y a la résistance à l'insuline si on prend le cortisol le soir. Peut-être il ne faut pas faire ça sur une base régulière, mais certains patients me disent que parfois, quand ils ne peuvent pas dormir, peut-être pas, suite à une journée stressante, par exemple, et ils sont au lit, encore éveillés,
Et 5 mg de cortisol, ça devient comme un médicament pour le sommeil. Et donc ça, ici calme tout. Donc, et peut-être on peut y avoir ce genre de situation où ça calme tout, pas tous les jours, des situations un peu exceptionnelles. Ou peut-être quand il y a eu, quand on est allongé dans le lit après une journée stressante, c'est peut-être bien justement de temps en temps de prendre effectivement un dosage plus élevé. Est-ce que Yep, tu as une expérience avec ça? Oui, moi-même, je me lève parfois à 3 heures du matin et et là, je peux pas dormir. Et j'ai dit, peut-être là, je vais prendre 2 milligrammes et demi. Et ça me calme. Et ensuite, je peux effectivement dormir. Je fais ça tous les jours, et peut-être je me suis dit que c'est peut-être à cause il y a eu un sous-dosage avant. Et donc, c'est peut-être, mais je prends que 2 milligrammes et demi hein, dans ces cas-là. Parce que si je prends 5, là, je pourrais pas du tout dormir. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Certains patients auront une production résiduelle de cortisol. Et donc, on se vide pas complètement, justement. Il en reste toujours un petit peu hein, aussi, donc ce qui peut avoir une influence, évidemment. Très bien, peut-être on va peut-être répondre à une autre question. Il y avait une question sur l'héritabilité de la maladie d'Addison. Et donc la cause effectivement plus commune de l'insuffisance primaire et que c'est quelque chose qui reste dans la famille. Et effectivement, on voit ça dans les registres norvégiens et qui nous ont révélé que 10% des patients d'Addison effectivement ont un membre de leur famille qui souffre aussi de la maladie d'Addison. Et des études génétiques aussi ont montré que oui, c'est héritable effectivement, de façon assez élevée. Et donc, oui, le patient devrait savoir cela. S'ils reconnaissent certains symptômes d'Addison dans la famille, il faut peut-être rester un petit peu plus alerte et de demander, je fais effectivement à quelqu'un de vérifier les niveaux surrénal, vu que ça peut être dans la famille, mais on est aussi susceptible à d'autres maladies auto-immunitaires. La maladie de Celiac, par exemple, des problèmes de gastrite aussi. Et aussi, les femmes sont susceptibles à une ménopause précoce. Et donc, c'est tout à fait irritable. Oui, il y a une question, enfin, il y a une question d'héritabilité, et tout à fait. Teresa, tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, il y a une question concernant, qui demande il y aura une injection qui est similaire à un EpiPen qui va être produit. Oui, à l'avenir, c'est en étude. De toute façon, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur ce type d'appareil. Je peux parler au nom du groupe au Royaume-Uni s'occupe des maladies souffrantes d'Addison, qui travaille avec une société américaine qui développe un EpiPen pour l'hydrocortisone. Et, et je pense qu'ils vont postuler pour une approbation de l'FDA pour que ce soit introduit dans le marché américain dans les 2 années à venir. Donc, on espère oui, que ça viendra bientôt. Oui, que merci. Et pour ça, qu'ils ne savent pas ce qu'est une épipène, c'est une injection pour des crises surrénales qu'on peut utiliser sans devoir mélanger avec de l'eau. Donc, c'est automatique.
par exemple, quand on voit avec des patients souffrant de diabète. Donc, ça peut être quelque chose qui peut sauver la vie directement. D'avoir une injection qui peut être administrée directement. Et on espère que ça va être disponible bientôt pour tous, partout. Donc, je vois, il y a une autre question, parce il y a beaucoup de questions d'ailleurs, et c'est difficile de sélectionner ces questions. Certaines questions ont été posées par ceux qui ont expliqué, qui ont décrit comme Yetta et Alessandro, ils ont déjà répondu à pas mal de questions qui ont été posées, mais d'autres questions demeurent qui sont intéressantes. Il y a une question qui dit, est-ce qu'on peut vérifier dans le sang ou dans l'urine si la thérapie de remplacement est adéquate et bonne? C'est une question effectivement très fréquente. On parle des glucocorticoïdes, le remplacement des glucocorticoïdes. Le flutiocortisone, c'est un peu différent. Donc, pour les glucocorticoïdes, il n'y a aucune prise de sang qu'on peut utiliser pour vraiment suivre tout cela. Mais est-ce qu'on peut vérifier les niveaux de cortisol dans dans le sang, pardon? Oui, on peut, mais malheureusement, les données concernant cela ne sont pas tout à fait fiables. Donc, nous savons que la corrélation entre ce qu'on prend comme tablette et le nombre de cortisol dans le sang ne correspond pas toujours ou correspond pas toujours avec les données venant de la thérapie de remplacement. Donc, on va peut-être changer les tablettes sur le niveau de cortisol, mais c'est pas forcément une chose intéressante à faire. Ben, en ce qui concerne les glucocorticoïdes, oui, on peut se baser sur le sang, on peut voir s'il y en a trop ou pas assez. Mais pour le fluorocortisol, c'est un peu différent parce qu'on peut se baser sur des prises de sang pour comprendre si si le flutorocortisol est suffisant. Et on peut donc vérifier les niveaux rénines et dans le sang. Et cela peut nous donner une idée si le patient prend la bonne dose. Merci Alessandro. J'aimerais en profiter de cette occasion maintenant pour souligner que quand on prend un glucocorticoïde, par exemple le hydrocortisone, on peut vérifier le cortisol ou faire un test pour diagnostiquer l'insuffisance surrénale. On ne peut pas le faire, par exemple, parce que les résultats ne sont pas fiables. Et j'aimerais aussi vous demander, qu'est-ce que enfin, pour ceux qui utilisent ces tests, même si la personne prend du glucocorticoïde, oui, si on prend l'hydrocortisone et l'acétate de cortisol, on mesure le cortisol, on mesure ce qui est seulement donné par la tablette. Mais si on fait un test, par exemple, si vous êtes encore diagnostiqué avec la condition, donc c'est pas clair s'il y a une insuffisance rénale ou pas. Donc c'est important d'arrêter ces médicaments pour au moins 24 heures avant de mesurer les niveaux de cortisol, parce que sinon le test ne sera pas fiable. Et comme je l'ai dit avant, utiliser le cortisol pour suivre qui ont une insuffisance rénale établie, eh bien là, il y a des preuves médicales qu'effectivement cela est effectif. Mais et je sais et je sais que certains patients en bénéficient, et c'est un rôle surtout, il y a une suspicion que le patient n'absorbe pas les tablettes suffisamment. S'il y a un problème avec la digestion, et dans ces scénarios-là, mesurer le cortisol pourrait être utile. Je suis d'accord. On l'utilise quand la thérapie de remplacement ne marche pas assez bien. Par exemple,
ou parfois on l'utilise même pour convaincre le patient de prendre plus de doses. Nous avons une pause, maintenant il est 11h15, et une pause de 15 minutes, et on va prendre la pause et on revient à 11h30 pour continuer la discussion.